Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire. Ce matin, on va parler engagement et puis quelque part également rétention des collaborateurs grâce à la formation. Et donc pour discuter de ce sujet ce matin, je reçois Vincent Watson de chez Bidis. Bonjour Vincent. Bonjour Christophe, bonjour à tous. On va se réveiller Vincent, hein. Ouais, doucement mais sûrement. J'espère que vous allez bien. Alors je te laisse te présenter. Absolument. Je m'appelle Vincent, je travaille chez BD, je suis account manager. Ça fait à peu près 3 ans. Je m'occupe de grands groupes, au sein de BD's dans la partie plutôt commerciale, dans tout le suivi projet justement et à la poursuite des succès des projets vis-à-vis des indicateurs et des, sujets de transformation qu'on a pu mettre en place au sein de ces entreprises. Ça marche. Rappelle-nous rapidement qui est Bidis. Qui est Bidis? Bidis, c'est, solution. En fait, c'est une entreprise qui propose une solution de formation, une plateforme digitale pour pouvoir, auprès des entreprises, créer du contenu, le diffuser de manière efficace. On va voir un petit peu quels sont les mécanismes derrière tout ça. Mais en gros, voilà, on est éditeur d'une plateforme digitale. Ça marche. Je te laisse démarrer. Avec grand plaisir et merci beaucoup pour cette organisation. Merci pour ce webinaire et merci à toutes les personnes présentes qui ont pris intérêt justement sur le sujet d'aujourd'hui. Notre sujet, il est pas des moindres et à 9 heures du matin, on va essayer de pouvoir s'accrocher un petit peu, moi le premier et essayer de vous, amener un petit peu dans les méandres de ce qui se passe au niveau du marché aujourd'hui. Donc, on a des problématiques sur le marché, professionnel, des démissions, du désengagement, et un grand questionnement qui est, comment est-ce qu'on se prépare pour l'avenir en définitive? Comment est-ce qu'on va garder nos talents? Comment engager et préparer vos collaborateurs pour l'avenir grâce à la formation? Ça va être notre pan d'approche, en fait, l'axe d'approche, la formation. Ça va être un peu ce qu'on va détailler ensemble aujourd'hui. On va faire un constat. On va partir d'une observation déjà pour commencer. Le constat, il est double en réalité. Il y a premièrement un constat plutôt d'un point de vue RH, d'un point de vue entreprise. Et ensuite, il y a un constat plutôt marché. Aujourd'hui, dans les entreprises, on regarde, on se rend compte qu'il y a quand même une spécialisation qui est hyper importante, en fait. N'importe quel poste, nécessite une certaine, mise à niveau. Il est de plus en plus rare, je trouve, en tout cas dans les expériences qu'on va pouvoir avoir ou les échanges que j'ai avec mes clients, il est de plus en plus rare d'avoir quelqu'un que vous recrutez, un talent que vous allez amener dans vos rangs, qui est directement opérationnel à ce pourquoi il est demandé. Chaque mission, chaque ingénieur, chaque, responsable, de compte a finalement, des spécificités propres à l'entreprise à apprendre. Et ça transcende complètement, rien que le travail RH. Si on regarde aujourd'hui, le travail de recrutement, les critères de recrutement, si ce n'est que citer le recrutement pour, des personnes au niveau du pôle RH, c'est complètement différent aujourd'hui d'il y a 10 ans. Cette spécialisation et cette espèce de complexité au niveau du marché, c'est la première chose qu'on observe. Qu'est-ce que ça implique en fait d'avoir des personnes si spécialisées, cette recherche de talent à chaque fois, cette contrainte au recrutement? Bah, c'est que c'est de l'investissement. Donc ça veut dire que c'est du temps, c'est, du savoir-faire pour essayer de récupérer cette personne, c'est, le fait de mettre, banco sur, justement un profil qui a plu et que l'on sait pouvoir monter éventuellement en compétences et positionner au sein de l'entreprise. C'est un profil dont on a besoin. Donc c'est très douloureux en fait, derrière, de voir ce profil au bout de 6 mois, partir. Les talents sont des personnes qui se rendent compte qu'ils ont une valeur sur le marché. Donc ça fait que ce sont des personnes qui savent être employables, à un moment donné, en tout cas, au moment du recrutement et donc ils vont vraiment être exigeants par rapport à leur début de carrière ou en tout cas le début de mission, au sein de votre entreprise. Si la personne, n'est pas, prône à la démission ou en tout cas à partir, ce qu'on observe en ce moment, c'est un terme qui a été donné, non seulement par au niveau américain, sur le marché comme le quiet quitting, donc le fait de partir, silencieusement, en fait, ne pas partir mais être complètement désengagé. C'est un facteur qui, va toucher un certain nombre d'employés aujourd'hui. L'idée que, ben, je suis dans cette boîte mais bon, je j'ai pas l'impression d'apporter grand-chose, j'ai pas l'impression qu'on me dit que j'apporte grand-chose de toute façon et donc je fais mon travail, je fais du 9-17, je sors jamais de mon scope, j'ai pas vraiment d'investissement
et au final, ça fait pas vraiment avancer les choses non plus et ça aussi, c'est un problème au niveau des entreprises que de ne pas avoir des personnes investies ou, travaillent dans une certaine cohésion. Le grand terme du moment, c'est la grande démission et ce qui est marrant, c'est que celui qui le suit derrière, c'est le grand regret. La grande démission, c'est justement ce qui vient aussi des États-Unis, mais qu'on a vu tout sur le marché anglo-saxon et aujourd'hui pénétrer en France, ce phénomène où les collaborateurs n'ont pas la même, crainte de dire, «Je me tire». Je reste pas dans cette entreprise, il y a quelque chose qui va pas. Je pense que l'herbe est plus verte à côté, je pense qu'on n'a pas mis en place les moyens, je pense que je suis pas considéré à ma plus grande valeur. C'est quelque chose qui ne se disait pas avant, mais qui est aujourd'hui, installé, dans les pratiques. Ce Alors, qui est c'est lié dommage. aussi au contexte économique, hein, Ouais, c'est tout un tas de facteurs qui favorisent effectivement, les potentielles démissions. Aujourd'hui, on assiste à, un changement de paradigme au niveau du recrutement, c'est-à-dire que le candidat, est devenu un peu, aujourd'hui, si on schématise, a plus de pouvoir que le recruteur. Il y a beaucoup plus d'offres d'emploi, proposées que de demandes, donc ça favorise largement, les mouvements de talents, entre entreprises. c'est indéniable. Il peut y avoir ces leviers-là. En même temps, si tu mets un facteur économique dessus et des inquiétudes sur le marché, sur ton pouvoir d'achat, sur, ta sécurité par rapport à ta structure de vie derrière, ça peut être aussi un facteur de: «Je ne dois pas bouger de mon entreprise». Donc en réalité, ça va s'équilibrer. Par contre, ça n'empêche que ce soit de: «Je ne bouge pas de mon entreprise» ou «J'ai envie de bouger de mon entreprise», si la mentalité est la même de se dire: «Je suis pas bien», bah, tu es finalement dans le même cercle de soit de désengagement, soit de démission. Ouais, en fait, tout l'objectif aujourd'hui, c'est, pour les entreprises, c'est d'offrir, un cadre de travail, des services, un plan de carrière, de la visibilité, de la vision à chaque collaborateur. Et on va y venir, absolument. Parce que par rapport à ce que je te disais, on va prendre un exemple tout simple, mais si tu prends aujourd'hui le métier de comptable, par exemple, Mmh. un comptable sur Paris jusqu'à il y a 5 ans, en début de carrière, ça valait, c'était des postes autour de, 30-35 K. Mmh. Aujourd'hui, les prétentions du marché, c'est 40-45 sur le même poste, parce que ça c'est devenu un métier pénurique, parce qu'il y a extrêmement, il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent et donc ça, on le constate pour beaucoup de métiers aujourd'hui. Mmh. C'est ouais, c'est évident. Alors tu vas avoir soit bah, parce que ça c'est un métier en plus qui est hautement spécialisé. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose sur Ouais. lequel il y a eu un investissement personnel, hyper important déjà au niveau des études. C'est un métier qui, sur le marché, a son appréhension, ça a ses connotations si on veut quoi, en quelque sorte. Bon, c'est préjugé, mais il y a tout un environnement sur cet exemple un peu spécifique aussi, sur le fait Oh, que il y en a d'autres, hein. Je vais prendre ouais, ton métier, Vincent. ouais, bah, Ton par métier, exemple, prenons le cas des il est extrêmement chassé en ce moment mais tu as pas assez de monde dessus et tu as une et tu hyper as pas assez de monde. spécialisation. C'est un métier qui requiert, de se baigner dans tout un environnement pour pouvoir prétendre à avoir ce type de discussion aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui se passe si justement j'étais dans le cas de me désengager ou d'être dans un cas de figure de me dire: «Bah, je pense que cet éditeur-là, je connais son environnement, je connais son marché, je vais y aller aussi». Enfin, bizarrement, ce qui se passe à hauteur d'un pourcentage quasiment de 43 des personnes qui font, justement ce pas-là, ils se rendent compte que, bah, c'est la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire que, au bout de quelques mois, bien qu'ils aient décidé de démissionner et décidé de changer de branche, donc le comptable en début de carrière qui se dit: «Bah, ce cabinet-là avait essayé de tronquer sur, justement mon salaire et mes prétentions et mes compétences et du coup je vais voir ailleurs», probablement, ça va être la même chose à côté. Donc c'est pas tant finalement le collaborateur, qui, heu, va avoir, ce problème, c'est au niveau de ce que propose l'entreprise, qu'il y a d'autres d'axes, qui doit trouver d'autres axes d'engagement même. Et justement ça s'observe, pour finir sur ce premier constat sur, le changement des mentalités.
qui est qu'à l'époque, avoir un métier stable ou une carrière, c'était un objectif. C'était l'intention première. Aujourd'hui, on est plutôt dans une espèce de valorisation. On va essayer de rechercher, la liberté, l'accomplissement de soi et toujours, comme tu le disais Christophe, lors d'un échange précédent tous les 2, c'est ce côté de: «Si je fais ce métier, je sais qu'il m'apporte suffisamment pour rester compétitif sur le marché, rester employable. Je sais que je vais chercher, plus de performance, plus de capacité en, performant, dans ma nouvelle mission dans l'entreprise. Donc c'est une transformation du package, en fait, qui va être la 1re observation, pour pouvoir faire levier sur ses collaborateurs. Ouais et puis, pour rejoindre ça, on avait fait une étude avec, le cabinet CCLD, il y a 3-4 mois sur, justement, là, le changement de posture des candidats Mmh. et une des motivations principales des candidats en 2022, c'est, justement les missions proposées. C'est la mission. On parle même pas du poste. Mmh. On parle pas de la fiche de poste ou de la rémunération. Ce qui intéresse les gens aujourd'hui, c'est, bah, quelle mission concrète je vais avoir à exécuter. On raisonne vraiment en termes de mission et ça justement, dans le cadre d'un métier, d'un poste spécifique, bah, c'est bien les missions complémentaires qui vont permettre de développer l'employabilité de la personne à terme et Mmh. de multiplier ses expériences au sein d'un poste. Donc c'est vraiment un point, un critère important aujourd'hui. Quelle mission j'ai à offrir aux candidats Et ou à mes collaborateurs? ouais, c'est d'autant plus vrai que les dernières générations, celles qui sortent d'études, qui vont de plus en plus sortir d'études jusqu'à 2030 où ils vont être majoritaires sur le marché, sont dans ce raisonnement-là. Il y avait un article justement qui disait que, des étudiants sortis de Centrale, la moitié de la promotion avait littéralement, décidé de refuser des propositions, à plus fort salaire dans des grands groupes, au profit d'entreprises qui leur proposaient, en gros, «Vous allez faire une différence». C'était ça le mot d'ordre, c'est, «Là, on a besoin de vous pour telle mission», comme tu l'as dit et l'impact que vous allez avoir, c'est que vous allez faire une différence. Mais c'est la façon dont l'a vendu l'entreprise, en fait, c'est pas différent du grand groupe qui avait tout autant besoin de ces talents-là, qui avait tout autant besoin, comme à l'image d'un grand groupe français dans de la pétrochimie qui, il y a quelques années, son directeur disait: «Mais, moi j'ai besoin de nouveaux talents pour, garantir la transition écologique de mon entreprise. On a pris des engagements par rapport à ça, mais sauf que les personnes qui aujourd'hui sortent d'études ont une vision de mon entreprise qui font que j'ai du mal à les recruter». Et ça, c'est un effet justement la mission, la valeur, le cadre de l'entreprise, ses engagements, c'est une des choses que les nouveaux collaborateurs vont regarder, justement avant de se dire: «Ouais, mon package est confortable». Ouais, et puis les grands groupes, sont aujourd'hui beaucoup moins attractifs, hein. On remarque que les candidats, effectivement, ont assez peu envie, d'aller, se perdre, dans, la multitude des salariés d'un grand groupe, hein. Mais c'est une problématique de positionnement, en fait Et c'est ça, et aussi de marque employeur. absolument, exactement. C'est exactement là le sujet, c'est quelle image est-ce que je renvoie? La marque employeur, elle va être là aussi. Parce qu'en définitive, il y a des très grands groupes qui, pour moi, j'en suis certain et des ETI, de grand volume, heu, ont une image qui soit a été redorée ou qui a n'a jamais, leur a jamais fait défaut et pour lesquels les recrutements, sont moins compliqués. Bon, ça, c'était notre premier constat. Mais par-delà ça, on va rajouter un petit peu d'huile sur le feu. Il y a toute la tendance technologique, marché plus global, qui va aussi impacter ce qui se passe aujourd'hui, sur les entreprises. On a quelques exemples, qui sont mis, ici, mais en gros, c'est, comment je m'adapte à mon marché, comment est-ce que je me prépare à l'avenir? C'est tout autant le sujet que, les attitudes de nos collaborateurs aujourd'hui pour répondre à notre question. Voilà une première stat. 85 des métiers de demain n'existent pas encore aujourd'hui. Concrètement, votre entreprise, vous qui nous écoutez, hem c'est quoi les métiers demain chez vous? C'est-à-dire que quand vous avez une robotisation qui est importante, des avancées sur, les big data, les blockchains, les choses qui font que, il y a un remplacement, partiel de certains, métiers, il y a une maximisation dans certaines missions qui font que les volumes de main-d'œuvre ne sont plus les mêmes. Ça a un impact, transcendant finalement sur, la masse salariale, votre force de vente, leur spécialisation encore une fois et les types de métiers que vous y trouvez.
Comment est-ce qu'on se prépare à ce genre de choses? Est-ce qu'on est tous à même de se projeter suffisamment pour essayer d'anticiper justement les transformations au sein de l'entreprise? Et quel est l'impact sur les collaborateurs aujourd'hui pour les préparer à demain? Dans le même ordre d'idées, Je vais te donner une stat intéressante d'une étude vas-y. qu'on a fait récemment. Il y a moins de 20% des entreprises en France qui ont un référentiel de compétences à jour de leur talent. Ouais, ouais, Donc déjà, partant de ce principe et de ce constat, c'est déjà extrêmement compliqué pour elles de se projeter, sachant qu'elles ont déjà une méconnaissance quasiment complète, de ce de qui leur existe. organisation interne. Ouais, ouais, c'est le sujet de la rapidité, d'évolution, et d'avoir de se doter d'outils et là, on va vraiment parler d'outils parce que Ouais, c'est c'est pas quelque ça. chose qui va se faire à la mano. C'est de se doter d'outils qui permettent d'accélérer justement, la prise de conscience sur ces aspects-là. Avoir son référentiel de compétences à jour aujourd'hui, c'est un must. En fait, c'est la première chose sur lequel il faut tout arrêter, il faut se poser, on quitte les emails et il faut se préparer à créer un référentiel. Non seulement parce qu'il y en a besoin, parce que ça vous permet de gérer vos recrutements d'aujourd'hui, heu, mais parce qu'à partir de là, on peut tirer, l'analyse sur, OK, de quoi je vais avoir besoin demain? Et là, on va chercher de la compétitivité marché, on va chercher, la réelle performance de l'entreprise pour se positionner. Ça se lie un petit peu à ce que vous avez ici, c'est que les informations, le flot d'informations disponibles et la quantité d'informations disponibles, c'est exponentiel aujourd'hui, la courbe pour justement avoir accès à toutes ces données. Il fallait 10 ans, en 45 pour doubler la connaissance mondiale. Il faut 12 heures aujourd'hui. L'entreprise qui est justement le plus à jour et à même de récupérer ces infos et comment dire? Capitaliser sur les informations nouvelles qui sont à sa disposition, aura l'avantage compétitif, sera l'entreprise de demain. Donc, à travers tout ça, on arrive au fait qu'on est d'accord pour répondre à la question du désengagement de vos talents, la formation est une priorité. On a parlé justement du référentiel de talent, ça aussi, c'est une priorité. Je saurais peut-être moins vous y répondre là tout de suite, on peut en discuter. Il y a des parallèles qui sont hyper importants à faire justement, sur ces éléments-là, on en revient. Mais là, nous, notre focus, ça va être justement la formation. Le problème de la formation comme on la connaît aujourd'hui, c'est qu'il y a peut-être deux trois choses à redire. La première chose, c'est que si vous voulez travailler sur vos taux d'engagement, il faut comprendre un petit peu comment est-ce que ça se passe au niveau de justement de la demande marché. Là, on a un petit tableau qui est pas simple à expliquer ou à comprendre, mais je vais essayer de m'embourber dedans pour vous emmener là-dedans. La courbe jaune, c'est les soft skills. C'est bien, les soft skills, on continue d'en acquérir tout au long de notre carrière. C'est difficile de perdre une soft skill et il y en a toujours besoin, c'est bien. Par contre, la demande marché, elle est plus haute que ça, elle est basée sur du hard skill aussi, elle a une croissance plus importante. Vos collaborateurs, ils vont avoir des, compétences, vous voyez, donc il y a un certain temps, il fallait avoir ce niveau de compétence, cette petite ligne en bleu ici. Ça lui donnait un avantage sur le marché, après ça, il y a une certaine stagnation et la demande marché étant croissante, cette compétence n'est plus suffisante. Si le collaborateur veut rester employable, veut rester justement, compétitif, il lui faut augmenter cette connaissance ou cette compétence initiale ou acquérir de nouvelles compétences pour toujours défier justement les demandes au niveau du marché. Donc c'est quelque chose qui est constant. L'information est un apprentissage continu, est un mécanisme continu et les besoins en formation évoluent vite et ils doivent justement, en même temps que le collaborateur se forme, s'améliorer pour pouvoir lui proposer toujours plus d'approfondissement dans ses formations. Et le dernier point, c'est aussi qu'avec cette accélération et cette somme de connaissances, nous, ce qu'on constate, c'est qu'on ne peut pas tout centraliser. Le modèle, éducatif standard de, vous avez un sachant et des apprenants en dessous et jamais personne ne se trompe de casquette, ne permet pas d'avoir, bah, le sachant qui va récupérer justement depuis le terrain ou sur le marché la veille suffisante, toute l'information suffisante pour pouvoir la transformer et la diffuser efficacement au bon endroit, aux bonnes personnes au bon moment. Ça ralentit complètement les échanges. L'information de formation, j'ai besoin de me former, qui est arrivée hier, vous êtes en train de travailler dessus aujourd'hui pour la délivrer demain, c'est trop tard. L'information d'hier, c'est passé.
aujourd'hui vous avez des sujets de formation qui sont efficaces pour la performance de vos collaborateurs, ça a été justement diffusé hier pour qu'ils soient performants aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes en train de travailler sur la formation de demain et ça devrait être que le fonctionnement, primo. Et on ne peut pas être seul aujourd'hui, expert, sachant, à diffuser toute la connaissance. Il y a une horizontalité peut-être à aller chercher par rapport à ça. Donc quelle est la proposition de Bidiz? Ou en tout cas, quel est notre point de vue par rapport à tous ces sujets? Et c'est ouvert à débat, vous me direz ce que vous en pensez. Ça va être l'apprentissage social. De manière générale, outil ou pas outil, c'est d'horizontaliser complètement la gestion de la connaissance et le partage. L'idée avec l'apprentissage social, c'est que vous allez justement répondre à l'accélération de votre référentiel de compétences que Christophe évoquait à l'instant. L'idée, c'est que par le fait que vous avez une décentralisation des capacités à récupérer de l'information, faire de la veille, vos collaborateurs peuvent, ce que ça veut dire, hein, vos collaborateurs peuvent potentiellement partager aussi des ressources, faire part de leur expérience terrain. Votre ingénieur qui a cette connaissance dans tel marché et qui pourrait inonder justement d'autres groupes ingénieurs dans les équipes à côté, vos directeurs et managers qui peuvent justement partager leurs bonnes pratiques, ça fait accélérer justement ce référentiel de compétences. Les responsables formation, les personnes au niveau RH qui gèrent ce référentiel, ont une mine d'or qui s'offre à eux, à pouvoir justement centraliser, là on parle plutôt outils, centraliser cette connaissance, comment elle est partagée, l'organiser, la qualifier bien entendu, parce qu'il va y avoir une somme d'informations et on le sait à l'image d'un YouTube, c'est pas parce qu'on a beaucoup d'infos disponibles qu'elles sont toutes bonnes. Mais par contre, on peut les organiser. On peut définir que ça, c'est des informations qui vont être utilisées. On va pouvoir commenter, mettre des choses en place qui font que on sait qualifier la qualité du contenu. Alors, je vais te prendre à contre-pied. Je t'en prie. Tu prends l'exemple de YouTube, je vais aussi te dire, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'on a envie d'aller regarder. Exactement. Et il faut aussi savoir pousser l'information de manière efficace. Tout à fait vrai. Et tu disais, l'ingénieur va pouvoir, par exemple, montrer un certain nombre de practices. Comment tu l'incites à rentrer dans cette logique d'apprentissage Ouais. collectif, social? Comment tu amènes les collaborateurs à ça? Parce que si je pars du modèle, par exemple, d'une entreprise qui avait l'habitude d'avoir ses classes de formation, que ce soit en présentiel ou virtuel, sur un modèle très classique, à qui on va dire, bon, bah, OK, à partir de demain, on change les façons de faire, comment on bascule? C'est aussi facile que de dire, je me crée un compte Facebook et je commence à communiquer avec les gens. Comment ça marche? D'un point de vue outil, j'ai envie de te répondre oui. D'un point de vue, long terme et quel est le fondement de ce changement? Là, il y a des questions à se poser. Non, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. L'apprentissage social, encore un petit peu plus de temps d'ailleurs. Mais quand on part déjà de de ce que tu as présenté, c'est, une entreprise qui forme avec, du e-learning et du présentiel, de manière classique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah, la façon dont on fait les choses. Mes collaborateurs, je les invite, leur envoie une convocation, pour dire, pendant tant de temps, là, pendant votre temps de travail, nous investissons pour que vous ne soyez pas en train de travailler, mais que vous veniez, à tel endroit, on a sollicité quelqu'un, vous êtes obligés d'être présent, vous allez être suivis par rapport à ça. Donc c'est-à-dire que l'apprentissage, classique, c'est un apprentissage de contrainte. C'est-à-dire que la formation, c'est quelque chose qui est complètement normé, cadré, obligatoire, imposé. Enfin, déjà, je pense que c'est un petit peu si c'est ça le démarrage du changement, ouais, il y a avant de partir dans l'apprentissage social, il y a un repositionnement de c'est quoi se former, de manière professionnelle, en fait? C'est quoi la formation en entreprise? Est-ce que ça pourrait pas être déjà, un changement dans la mentalité déjà des entreprises et pour les collaborateurs de se dire: «Me former, ça fait partie de mon quotidien parce que c'est normal, c'est ma façon de pouvoir justement me tenir à niveau, performer, comprendre ce qui se passe dans mon entreprise, me donner des avantages pour la mobilité». Mais c'est me donner, c'est-à-dire c'est quelque chose que le collaborateur intègre. Donc c'est un changement de discours de l'entreprise premièrement, un changement de positionnement. Comment est-ce que vous valorisez la formation qui va faire que le collaborateur va intégrer cette nouvelle approche de la formation. Donc non, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, ça demande une conduite de changement sur toute la formation, digitale et blended, qui est importante. Et c'est Alors, et c'est Caroline nous dit, tout le monde n'est pas capable de se dire que se former est un avantage
et de le laisser choisir la forme de cette formation. Ouais, alors effectivement, tous les collaborateurs vont pas se dire: «Super, je vais me former». Moi, ce Non, qui m'intéresse dans cette logique, c'est, j'allais dire presque au-delà de la formation, c'est la façon dont c'est, proposé. C'est-à-dire que moi, tel que je vois ça schématiquement, je me dis: «Bon, bah, OK, on parle d'apprentissage social». Donc ça oui, veut dire que rien que dans la terminologie, quelque part, on est en train de créer du lien entre les collaborateurs. c'est ça, Je il y a de pense la que cohésion. le socle, c'est ça. C'est l'apprentissage va être favorisé parce qu'on crée une communauté qui va partager. Ouais, le collaborateur qui a pas envie de se former d'un point de vue formation du référentiel poussé ou mis à part ce qui est effectivement obligatoire parce qu'il a des BPF à suivre, parce qu'il a des certifications dans la conduite de sa mission, tout le complémentaire et tout le côté où je m'intéresse à ce qui se passe, non, effectivement, c'est pas obligatoire, mais ça n'empêche que le cadre associé à ça et ce que Christophe vient de souligner, le partage qu'il peut y avoir entre ses collègues, peut l'amener à un engagement dans son entreprise, à je sais pas, un bien-être justement, à une espèce de cohésion de groupe parce qu'il a pu partager sur des centres d'intérêt qui sont pas forcément tous reliés à sa mission propre là tout de suite et qu'il va peut-être même pas considérer comme étant de la formation. Ça va lui permettre d'être quand même intégré à cette conscience collective qui crée l'entreprise. Ouais, ce que dit Catherine, oublier la terminologie formation et plutôt parler de développement des compétences pour faciliter la bascule. Et ça rejoint ce qu'on se disait en préparation. Bah, avoir une promesse d'employabilité sur le long terme pour les collaborateurs en leur disant on va vous accompagner dans le développement de vos compétences au jour le jour avec tel ou tel type de process, d'outils, et ça va vous permettre d'avoir un niveau d'employabilité sur le marché qui sera durable. On a probablement des personnes dans l'auditoire qui ont des cadres professionnels qui sont très différents, des populations, qui vont être plutôt, desktop, ou, des populations qui sont plutôt sur, de l'ingénierie, de la du cadre supérieur éventuellement, à contrario de populations plutôt, heu, industrielles ou qui vont travailler, au niveau main-d'œuvre, peut-être sur convoyeur à la chaîne. Les attitudes vis-à-vis de la formation, on est d'accord, sont complètement différentes. Pour les premiers, amener une offre, d'évolution comme Christophe vient d'en parler, avec des potentiels d'évolution, de montée en compétences, un plan de carrière, ce genre de choses est à valoriser fortement. Si à côté de ça, vous avez un employé qui est plutôt il y a pas une recherche, folle de, se développer. Non, je viens là parce que, je fais mon boulot, je fais, je viens le faire consciencieusement, ça c'est déjà un bon engagement. Ça n'empêche que ce que vous mettez en place d'un point de vue social dans l'apprentissage, on n'est pas en train de dire: «Aujourd'hui vous emballez des cartons, demain, vous gérez, toute, toute la warehouse, toute la logistique de la boîte. Il y a pas besoin d'avoir ce type de prétention. De toute façon, il y aura peut-être pas des positions pour tout le monde, mais ne serait-ce que d'avoir, pour cette personne, les communications de son entreprise, se rendre compte de ce qui se passe, avoir un effet de stimulation d'émotions qui se passe à travers un outil qui porte sur la formation, mais qui porte surtout, bah, sur justement du partage de ces connaissances-là, ça aura forcément un impact positif aussi sur leur engagement. Ça va Ils vont pouvoir se en fait, c'est le côté, c'est un petit peu Maslow, hein, comme idée, mais c'est, j'appartiens. J'appartiens parce que justement, je récupère, cette info, je sais pourquoi je suis là, ça donne une valeur à mon métier. Je sais parler de mon entreprise en extérieur. C'est là où la marque employeur va avoir un effet levier. Je sais dire dehors: «Oui, bah, mon entreprise, oui, ils mettent des choses en place, c'est positif. Non, c'est bien, c'est un bon cadre». C'est pas que l'outil digital, l'outil de formation, je suis complètement d'accord. C'est tout un positionnement sur la valorisation collaborateur et un changement de position par rapport à ça. Et puis, c'est un outil qui peut être mis en place et proposé quasiment dès la phase de onboarding d'un nouveau collaborateur. Donc, Il ça doit permet un examen Ouais. rapide. Ouais, votre onboarding, tout comme faire le constat au niveau des référentiels de compétences, savoir ce qu'il y a aujourd'hui en interne, même logique. L'onboarding, c'est voire même le pré-boarding, il doit être béton. Vous voulez faire un effet waouh et qu'au bout de 6 mois il y a je crois que c'est presque, je veux pas dire de bêtises, mais il y avait une stat qui disait, 45-50
des cadres supérieurs, considèrent quitter justement leur entreprise au bout de 6 mois. Ça me paraît élevé quand on le regarde comme ça, il faut voir dans quel cadre est-ce que j'avais vu cette stat, mais n'empêche que ça veut dire que dans tous les cas, l'onboarding, bah, c'est la première vision qu'on a de l'entreprise en fait. On commence, c'est la première chose où on va avoir, toute, toute la le l'organisation, l'intégration qui va être faite à travers l'entreprise. L'onboarding, ça doit être béton et ça doit pouvoir partager plein d'infos diverses et permettre aux collaborateurs de se dire, «Ils rentrent dans le bain». Je vous partage nos 4 axes de réponse. Là, c'est un petit peu plus orienté BDs. Donc ça, c'était notre constat. De notre constat, on a dit que, bah, la proposition, ça allait être l'apprentissage social et j'aimerais vous partager un petit peu comment est-ce que nous, on y répond. On a 4 grands axes pour répondre à ça. Déjà, BDs, pour ceux qui nous connaissent moins, c'est une solution qui a été construite, à la base sur, une logique de mobilité. C'est-à-dire, on fournit initialement une solution de formation, qui va être disponible via application native pour avoir une expérience premium sur smartphone et qui se décline parfaitement sur tablette, PC via un outil web pour que l'apprenant puisse se former finalement partout, tout le temps, quand il veut, où il veut, peu importe le device. Ça, c'était le mot d'ordre. On a grandi, on s'est développé, on a gardé cet axe comme étant prioritaire. Peu importe ce qui se passe au niveau de la formation, le contenu doit être accessible dans la poche du collaborateur ou à tout moment. Il peut commencer un contenu sur son PC, terminer sur sa tablette plus tard. Il faut que ça soit parfaitement, heu, sans couture dans son expérience d'apprentissage. C'est toujours disponible et ça va amener, bah, justement des logiques, on va en parler de gamification, de stimuler avec des challenges et tout ça. Le deuxième axe, via le social learning, ça va être pour nous de mettre en place des communautés d'apprenants. Donc par rapport à la question de tout à l'heure, tout le monde n'a pas envie de se former. Ouais, mais tout le monde aime bien appartenir pour autant et faire partie de communautés justement de partage, ça pourrait être, à travers mon outil de formation, ça pourrait être des centres d'intérêt, à travers le métier, peut-être de la machinerie ou, des façons de faire dans les BPF, pourquoi pas? Il y a plein de sujets qui peuvent intéresser quand même les collaborateurs, où ils savent qu'ils ont quelque chose d'intéressant à apporter. Même s'ils ne pensent pas, ce collaborateur, que c'est de la formation ou quoi, peut-être que lui est un expert dans la façon de, je sais pas, vous travaillez toujours dans cette idée de l'industrie, vous travaillez sur de la faire des recettes en cosmétique pour pouvoir préparer, des vernis à ongles. Cette personne travaille depuis 10 ans sur, la machine, c'est une mine d'or pour tous les intérimaires, toutes les personnes qui viennent dans le groupe ou toutes les personnes des autres services qui, à un moment donné, doivent faire un remplacement, que d'avoir cette personne qui vous partage un petit peu ses bonnes pratiques, ses connaissances, peut-être qu'il y a une communauté là-dessus. C'est c'est pas si compliqué et c'est hyper impactant, pour prendre que cet exemple. On va assurer du coup, un suivi de formation, donc création, mise à disposition de contenu, communication, suivi statistique, tout ce qu'une plateforme de formation, va pouvoir proposer et bien plus. L'idée du bien plus, c'est que, bah, vous avez tous vos outils intégrés, dont l'outil auteur et ces éléments-là et votre LMS, il est mobile, donc du coup, vous allez pouvoir l'emmener, pour vos collaborateurs, ils vont pouvoir l'emmener partout et il est social, il a les dimensions d'une LXP. C'est-à-dire que là, on vient de mélanger la beauté des 2 mondes. C'est-à-dire qu'on vient de se dire, on sait gérer tout un référentiel de contenu, organiser, le pousser au bon endroit, au bon moment, suivre qui fait quoi, quand, comment. Mais l'axe d'approche, c'est de se dire quand même que, bah, c'est l'expérience collaborateur qui prime et c'est de lui mettre à disposition une interface qui est vraiment centrée sur lui, qui va être immersive, qui va lui permettre de vraiment, se adopter justement, des habitudes de formation, pouvoir rechercher des contenus qui l'intéressent via des filtres, recevoir des communications, savoir que le contenu est adapté, à, ses, niveaux d'intérêt. Peut-être qu'il va s'auto-analyser aussi, faire des autodiagnostics, ce genre de choses et aller chercher les informations qui l'intéressent, qui sont des mécanismes d'une LXP en l'occurrence. Donc c'est ça les 4 grands pans. Fonctionnellement, ça ressemble à quoi quand on en parle? Hem Le côté, j'adopte, des attitudes au quotidien. Bah, vous allez pouvoir jouer sur, des déroulés pédagogiques. Typiquement, on reprend l'onboarding. Hem, J-1 avant d'arriver, je reçois un petit email qui me dit: «Bah, voilà, vous avez un outil, qui va vous permettre de suivre toutes les étapes de votre arrivée dans l'entreprise. C'est votre plateforme de formation, elle va vous suivre tout le long de la vie, en fait, de votre entreprise.
on a à cœur de pouvoir vous former. Donc c'est un petit email et après ça, derrière, la personne se connecte et il va recevoir des emails d'information sur les étapes de son onboarding, des notifications. Peut-être à un moment donné, un de ses collègues va le challenger parce qu'il y a une battle qui va s'ouvrir et donc dès le début, il va adopter le fait que quotidiennement, je peux aller checker des infos. Je sais qu'il y a des déroulés qui sont, plus ou moins obligatoires sur lesquels je vais pouvoir, m'astreindre, suivre et qui sont suivis par mes formateurs, mes responsables et à côté de ça, il y a une bibliothèque de contenu, d'informations à travers mon entreprise, à travers ses métiers, à travers mon métier qui va m'être mis à disposition et donc là, on va adopter, l'habitude de formation. L'idée de pouvoir faire ça de manière décentralisée, je prends le même cas d'exemple. Ça fait 3 semaines que je viens d'arriver dans l'entreprise. J'ai bien compris que je suis là parce que j'ai, un certain niveau de connaissance. Mon entreprise m'a fait comprendre que j'ai récupéré, ces missions parce elle sait que j'apporte quelque chose sur la table. Là, en ce moment, ça fait 3 semaines que je mange plein d'infos sur ses valeurs, ses façons de faire, les missions, les outils qu'elle utilise, toutes ces choses-là dans ma formation. Là, c'est à moi de prendre un petit peu la main et dans la communauté justement des personnes qui partagent mon post, je vais leur partager une partie de mon expérience précédente parce que je pense que ça pourrait avoir un impact, sur leur façon de travailler et je vais leur partager un article de veille dans la communauté associée à ça. Et quelqu'un va me répondre et me dire: «Ah oui, on avait déjà pensé à ça, on l'a modifié de telle manière» ou alors quelqu'un va liker ou et il va y avoir un échange et je me fais connaître de ces personnes-là. Je peux aller regarder qui m'a répondu, regarder son profil, je fais: «Oh, ça c'est du senior management». Ils ont déjà créé des contenus, c'est quelqu'un qui fait des choses, je vais pouvoir peut-être suivre ses contenus aussi. C'est hyper interactif, ça fait un peu réseau social, mais réseau de la formation et c'est pas là pour remplacer au passage vos réseaux internes d'entreprise. C'est complémentaire à ça, je pense. Ça va Quand être aussi que, ça existe, hein, les réseaux internes c'est d'entreprise, ça. finalement, il y en a assez peu. Ouais. Ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est qu'il est surtout, très actuel. Je reprenais les chiffres de consommation, d'internet et et des téléphones, d'accès aux réseaux sociaux en France. Là, la dernière étude qui a été faite en 2022, qui est assez parlante et qui montre bien tout l'intérêt de cette solution. Aujourd'hui, il y a 80 de la population, qui est présente sur les réseaux sociaux en France, Mmh. 80. Donc quand déjà des entreprises pourraient dire: «Bah non, nous, les salariés n'ont pas accès au mobile, n'ont pas, utilisent pas internet», bah, c'est faux en fait. Même pour des populations, je dirais, Éloigné digitale. voilà, c'est pas vrai et le temps de consommation moyen par jour en France, d'accès à un ordinateur, à internet, peu importe le périphérique, c'est 5h30 par personne, dont, 2h20 sur mobile. C'est-à-dire qu'en moyenne en France, on consomme tous à minima 2h20 par jour sur son téléphone, d'accès à des informations, à titre, heu, à titre privé, on va dire. Mais cela veut bien dire qu'il y a déjà un usage très fort qui est fait, une habitude prise par l'ensemble Mmh. des Français et ce qui signifie que ce type de solution appliquée à l'entreprise, bah, ça facilite quand même grandement, sa mise en place et normalement son adhésion puisqu'on est sur un outil, qui est équivalent à, je vais schématiser, mais à un LinkedIn ou un Facebook. C'est ça, c'est ça. Mais parce que et c'est logique que cet outil ressemble à ça. Le la base de de Biddies, c'est notre CIO qui avant de commencer le Biddies avant sa création, heu, prenait le métro le soir comme beaucoup de personnes travaillant à Paris et voyait, que pendant minimum 15 minutes justement, on n'était pas sur des créneaux de 2 heures. C'est assez surprenant les données que tu sors là, ça ouvre les yeux quand même sur l'adoption aujourd'hui des outils digitaux, mais pendant au moins 15 minutes, les personnes étaient sur leur téléphone, sur leurs écrans. Alors on peut pas dire que ce soit plus le cas aujourd'hui, mais il s'est dit, «Et s'il y avait un outil qui était, suffisamment, addictif et fun à utiliser pour se former, est-ce que les personnes, au lieu de passer leur temps, leurs 15 minutes sur Instagram, ils pourraient pas les passer en se disant, «Là, je suis en train de me former, en plus, c'est cool, quoi». Alors vraiment, de manière familière, c'était ça l'idée de base de la solution et c'est pour ça qu'on met vraiment en avant le côté, comme tu l'as dit, réseau un petit peu, fun et que c'est, immersif et que ça permet véritablement d'adopter un outil au même titre qu'un Facebook ou qu'un LinkedIn.
Bien entendu, les apprenants, tous les collaborateurs, ou en tout cas tous les utilisateurs finaux, c'est quand on dit tous les utilisateurs doivent avoir une expérience, idéale, la partie utilisateurs finaux, c'est une partie de l'équation. Toute la partie back office gestion se doit d'être intuitive, se doit d'être pratique aussi à l'usage et d'intégrer tous les outils qu'il faut. Donc on a un back office qui permet de justement pouvoir intégrer les outils SI environnants, donc avoir une architecture technique qui fasse sens, pour le flow d'usage des utilisateurs, mais aussi pour les administrateurs qui se voient récupérer des informations de leur outil Talent vers leur outil de formation, renvoyer via des informations sur leur CRM, pourquoi pas, avoir des automatisations avec toute la gestion de leurs ressources humaines avec les outils SI. Tout ça, ça fait partie aussi des capacités de la solution à s'intégrer et mettre quelque chose de cohérent en place, tout en garantissant un back office complet avec des outils qui sont intuitifs. Vous avez l'outil auteur qui est directement intégré, vous allez avoir plein de possibilités pour créer du contenu, organiser ce contenu, le diffuser, capitaliser sur du contenu existant en important, des sources externes. Bref, c'est quand même un outil qui va permettre d'aller vite dans, la création du contenu associé au référentiel, pouvoir prendre les infos que vos collègues collaborateurs vont pouvoir créer, ou alors en décentralisant, laisser d'autres personnes aussi co-créer du contenu avec vous, toujours sur une base de, je monitore et je garantis qui a accès à quoi, qui valide quand, qui publie quoi, à quel moment. Il y a toujours des étapes par rapport à ça. Heu, mais du coup, ça fait accélérer justement encore plus cet accès à la base de connaissances. Mettre en place tout ça, et ça rejoint la remarque de Christophe de tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui se fait, d'un seul coup. La mise en place d'un outil se doit d'être accompagnée, d'une j'appellerais pas ça une ingénierie pédagogique, mais en tout cas une approche projet. Notre structure, en tant que start-up, grandissante, permet d'avoir une certaine proximité et expérience, mutuelle, par le biais de nos autres clients, en fait, et de comment est-ce qu'on a mis les choses en place, et des communautés clients, justement des chefs de projet que l'on anime et qui se rencontrent et échangent aussi, peuvent échanger entre eux, fait qu'on a une proximité pour chacun des projets et une capacité à vraiment apporter la conduite de changement de manière agile, et de définir toutes les étapes d'un projet, poser des indicateurs, en suivre ces indicateurs. Indicateurs, j'entends des indicateurs projet pour amener vers le succès. Je cherche à augmenter mon taux d'engagement. Est-ce que j'arrive à tirer des pourcentages sur le nombre de personnes connectées au bout de X temps? Ou je souhaite, garantir, des montées en compétences, et donc je veux voir les taux de, réussite, les taux de finalisation de mes contenus, l'autonomie, les temps de connexion, toutes ces choses-là. Mais il va y avoir aussi tout ce qui est indicateur, plus ROI, dans la logique où est-ce que je peux travailler avec Biddies, avec mon éditeur, sur, je vois que j'ai mis en place telle formation auprès de tel groupe. Est-ce que je peux voir qu'il y a peut-être moins d'accidents sur les chantiers, ou peut-être, un meilleur chiffre d'affaires dans telle boutique au niveau de ma vente? Peut-être que je me rends compte que j'ai des temps de fabrication qui sont plus rapides parce qu'il y a des méthodes qui ont été harmonisées auprès de toute l'équipe. Donc corréler finalement la performance de l'entreprise avec l'effort de formation derrière, et justifier du ROI associé à l'éditeur. Ça marche. Voilà, donc là, vous avez la synthèse. Je suis ouvert à vos questions, et merci beaucoup. J'espère que ça a été intéressant pour vous déjà, tout ce petit monologue sur, l'état actuel du marché et comment est-ce qu'on va adresser ces sujets, pour se construire pour l'avenir. Merci Vincent. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires? Bon, le webinaire touche à sa fin, mais on peut encore répondre à une ou deux questions. Pour info, on organise une matinale RH le 29 septembre à laquelle Bidis sera présente sur justement le sujet des difficultés de recrutement actuelles. Et Bidis interviendra sur une partie plus dédiée au onboarding. C'est un sujet qu'on a à cœur, effectivement. Alors ce webinaire, vous le retrouverez en replay sur MyRHline d'ici jeudi matin. Et si nous n'avons pas de questions, il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci Vincent. Merci Christophe, merci beaucoup pour cette organisation, et merci à tous encore pour votre intérêt. Très bonne journée, à bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir.